On va parler d'orientation professionnelle. On va essayer de voir les facteurs qui conditionnent l'orientation professionnelle. Et vous allez voir que c'est complètement un travail d'anticipation. C'est pas plus, pas moins que n'importe quelle consultation d'adolescent. Tout est dans l'anticipation. Il faut prévenir bien longtemps avant. Si on attend que le patient ait 18, 19, 20 ans pour lui parler des problématiques qu'il connaît déjà depuis un moment, c'est déjà trop tard. Donc on va essayer de voir ensemble quelles sont les évaluations qui peuvent être proposées, quels choix existent, et puis toute la difficulté, en tout cas une de ces grandes difficultés, c'est quand les choses ne sont pas réglementées, il va falloir faire plusieurs années à l'avance un pari sur quelle va être l'aptitude au travail, c'est comme ça qu'on va dire les choses, alors qu'il y a plein de facteurs qui vont pouvoir être dynamiques dans le temps. Donc comme je vous l'ai dit, tout le travail dans les consultations d'adolescents avec épilepsie, c'est des travaux d'anticipation. Comment sera ma vie après? Est-ce que je vais avoir un travail? Qu'est-ce que je peux faire? Comme les autres, pas comme les autres? Quelle est ma relation aux autres, à la soirée, à l'alcool, au tabac, au cannabis et tout ce qui va avec? Il faut essayer d'anticiper ça, pas quand le patient va se confronter à la question, mais bien avant. Il y a la question difficile du futur et malheureusement, là encore, pour le patient qui a une épilepsie, c'est la double peine. Aucun ado ou jeune adulte qui doit choisir son orientation professionnelle sait ce qu'il veut faire. On les pousse toujours dans leur retranchement. Et 15 jours avant de choisir ses choix sur Internet, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, ils ne savent toujours pas ce qu'ils vont cliquer. Et là, pour le patient avec épilepsie, si on veut bien travailler, il va falloir leur demander de réfléchir encore plus précocement que les autres. Donc encore une fois, malheureusement, c'est un peu la double peine. On va voir que cette question de l'orientation professionnelle, c'est un élément clé. Quand on regarde les données épidémiologiques aujourd'hui, pour les patients adultes avec épilepsie, quel est le taux d'emploi ou d'emploi stable? C'est extrêmement mauvais. Donc si on veut que les choses changent aujourd'hui, certes il faut accompagner l'adulte, mais il faut surtout accompagner l'adolescent bien plus tôt pour qu'il ait un choix adapté qui à la fois lui plaise et lui permette d'avoir une activité professionnelle. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui vont conditionner, que j'ai un peu résumé ici. Il y a le facteur d'orientation scolaire, il y a éventuellement les troubles d'apprentissage, les comorbidités associées, est-ce qu'il y a un trouble attentionnel, est-ce qu'il y a une lenteur, est-ce qu'il y a de l'anxiété, quand on est extrêmement anxieux, à bout de 3 remarques, potentiellement on n'arrive plus trop à se concentrer sur ce qu'on fait, et conclusion, on est discriminé. Le facteur de l'épilepsie, est-ce que je fais des crises, est-ce que j'en fais plus, est-ce que je risque d'en faire dans certaines circonstances, est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants, le stress, l'émotion, la dette de sommeil, de travailler sous pression, donc la stabilité de l'épilepsie. Et puis il y a un deuxième pan qui est un petit peu différent, qui est l'aspect un peu légal. On va voir ensemble, il y a une liste qui n'est pas non plus figée dans le marbre, parce que quand un patient débute une épilepsie et qui fait déjà partie de ses professions, en général, on ne le retrouve pas forcément en dehors de son emploi, mais quand un patient a déjà une épilepsie depuis plusieurs années, c'est souvent très difficile de rentrer dans les professions pour lesquelles il y a une législation qui l'interdit. Il y a la législation du permis de conduire, quelqu'un qui a toutes les capacités professionnelles, par exemple pour être représentant, mais qui va faire une crise par semaine, ça va être difficile s'il doit faire le tour de la France 25 fois par semaine, de pouvoir appliquer son métier et toutes ses compétences, parce qu'il va avoir la limitation de la législation du permis de conduire, qui est clairement un élément qui va rentrer en compte. Et comme on l'a dit, le plus difficile de tout, c'est de faire un pari plusieurs années à l'avance sur l'aptitude au travail du patient. L'aptitude au travail, ce n'est pas sa capacité intellectuelle ou à réaliser le travail. C'est est-ce que son état de santé, est-ce que son état quotidien va lui permettre de réaliser en sécurité son travail et pour la sécurité éventuellement des autres de l'entreprise. Ce pari-là, il est difficile parce qu'il y a plein d'éléments qui sont dynamiques. Une épilepsie qui est stable peut devenir instable, une épilepsie qui était instable peut devenir stable. Une comorbidité peut apparaître ou disparaître. Et puis, les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne sont potentiellement des barrières. Donc, il faut faire parfois un pari longtemps à l'avance, mais heureusement, on va voir qu'il y a des éléments dynamiques qui peuvent aider. Quand on veut s'intéresser aux premiers éléments sur le parcours scolaire et les difficultés d'orientation professionnelle, une des problématiques des patients avec épilepsie, c'est quand on prend l'ensemble des patients, à peu près un patient sur deux va rencontrer des difficultés à l'école. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des difficultés pour avoir des compétences scolaires, mais il va avoir les problèmes d'intégration, les problèmes de socialisation, les problèmes d'absentéisme à cause de la maladie, de la fréquentation de l'hôpital, les problèmes de comorbidité ou la lenteur ou des troubles d'attention, avec tout à fait des bonnes capacités, mais qui vont finalement gêner la capacité, de la façon dont l'école évalue les choses avec des aspects qui sont purement les notes. Et puis, il va y avoir potentiellement des difficultés, comme on peut en retrouver chez des patients qui n'ont pas d'épilepsie, mais on trouve des difficultés spécifiques d'apprentissage. Ce qu'on appelle les dysphasies, c'est d'avoir des compétences verbales en dessous
de ses propres compétences qui sont plutôt manuelles, ou des problèmes pratiques, c'est-à-dire plutôt des difficultés manuelles par rapport aux compétences verbales. On va moyennement envoyer quelqu'un qui a des difficultés dans le langage sur des travaux type traducteur, hôtesse d'accueil, relations interprofessionnelles, coach, des choses comme ça. Alors que le problème le patient qui va avoir des difficultés pratiques, il faut anticiper ces éléments-là et on ne va pas aller le mettre sur l'horlogerie de précision ou l'électronique. Ça paraît de tomber sous le sens, mais finalement, dans les processus d'orientation scolaire, on se retrouve assez souvent avec quelles filières sont disponibles comme filières professionnalisantes dans le secteur géographique du patient. Et bon, bah, tu feras ça, même si le patient qui a plein de problèmes pratiques, on va l'envoyer pour aller faire un truc où, de toute façon, il se met en propre échec parce que c'est pas sa force qui est là. Mais comme dans la zone géographique, c'est ce qui était disponible comme formation, comme lycée professionnel ou comme BTS, ben c'est l'orientation qu'on va essayer de lui faire prendre. Et c'est clairement pas une bonne idée, donc il faut mettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire faire une indication médicale, y compris si la formation est loin dans le secteur géographique, pour utiliser les forces du patient et pas pour le mettre une nouvelle fois en échec. Le corollaire, les deuxièmes aspects pour lesquels il faut faire très attention, c'est les aspects législatifs. Donc je vous ai mis les activités qui sont à accès réglementé. Encore une fois, c'est plus difficile pour un adolescent qui a déjà une épilepsie connue, qui continue à faire des crises, de rentrer dans ces professions. Quand quelqu'un est déjà dans la profession et qu'il a une épilepsie, on peut toujours un peu faire les anguilles ou en tout cas s'en débrouiller tant qu'il n'y a pas de danger de sécurité pour le patient et pour les gens avec qui il travaille. Mais quelqu'un qui a une épilepsie instable, vous voyez un certain nombre d'éléments et la plupart de ces éléments ont en commun de se mettre en danger soi-même ou de mettre en danger les autres, hein, travailler avec les rayonnements ionisants par exemple, ou le plongeur professionnel, ou l'aviation civile, ou conducteur de bus, ou de conducteur de poids lourd. Hein. Vous savez que la législation du permis de conduire, hein, c'est 10 ans sans crise et sans traitement. Donc il faut être plus que très stable pour envisager cette orientation professionnelle. Donc il faut quand même avoir une vision assez claire sur ces éléments pratiques, et, enfin, qui s'imposent à nous, puisque de toute façon, c'est la loi. Comment faire en pratique? Il y a des éléments qui sont évidents, il y a une problématique complexe, et puis on va parler des différentes possibilités. La première chose, c'est qu'il faut faire un point sur comment est l'épilepsie, les comorbidités et les capacités du patient. Et ce qui est extrêmement important, c'est de façon dynamique, de la même façon que le neuropédiatre suit la scolarité. À un moment, quand on passe de l'aspect scolaire à qu'est-ce que tu veux faire après, il faut avoir un regard objectif et donner une information objective sur qu'est-ce qui paraît raisonnable ou non raisonnable de faire. J'avais un de mes patients qui rêvait d'être chauffeur de bus à la RATP. Ça a été dur le jour où je lui ai dit je suis désolé, mais tu peux oublier définitivement. Tu ne vas pas attendre 10 ans de ne pas faire de crise, puis au bout de 3, tu vas en faire une et tu recommenceras le compteur à 10 ans. Donc c'est dur, mais à un moment, c'est probablement plus adapté de dire quelque chose de dur qui est la réalité suffisamment précocement que de laisser un patient avancer, avec ses difficultés, faire sa formation, qui ne sera pas forcément évidente parce qu'il a ses propres difficultés ou des comorbidités ou des troubles spécifiques d'apprentissage. La société va lui reconnaître cette compétence en lui donnant un diplôme, et quand il va arriver sur le marché du travail, personne ne va vouloir de lui, ou à chaque fois qu'il va rentrer quelque part, immédiatement, on va lui demander de quitter son emploi ou de ne pas lui donner d'aptitude au travail. Et là, le travail, au lieu d'avoir eu une vérité difficile à entendre à un moment et de choisir une orientation qui semble faisable et adaptée, il va avoir un deuil à faire après avoir galéré une reconnaissance de la société. La reconnaissance, entre guillemets, du titre ne sera jamais effective par la reconnaissance de la réalité de la vie quotidienne. Et il va falloir faire le deuil. Et seulement quand on aura fait le deuil, refaire une orientation professionnelle. Donc c'est dur pour la famille, c'est dur pour le patient. C'est sûrement dur aussi pour les soignants de faire ces annonces. Mais il faut les faire. C'est difficile, mais c'est la meilleure chose qu'on peut proposer à ces patients. Je vous fais une annonce un peu dure aussi, c'est qu'il vous reste 30 secondes, je sais. Il vous reste 1 minute. Informer sur l'impossible, en particulier avec le cadre réglementaire. Il faut bien évaluer la motivation du patient, et j'en reviens à ce que j'ai dit sur les zones géographiques. C'est souvent les formations professionnelles qui sont dans le bassin de vie qui sont privilégiées. Or, il faut plutôt, sur l'aspect de la médecine scolaire, motiver l'orientation, quitte à demander des transports médicalisés ou une aide sur les transports par une enveloppe MDPH, pour que le patient ait la formation qui lui permette d'aller à la professionnalisation. Quand il y a un choix important à mettre en place, il faut l'envisager en février de l'année précédente. C'est-à-dire, on va dire, le patient est en 3e, il va falloir faire une orientation sur une seconde professionnelle.
c'est avant février de l'année de 3e qu'il va falloir faire un bilan complet, refaire le point sur tous ces éléments-là avec le patient, et si possible, éventuellement si c'est nécessaire, faire un bilan neuropsychologique. Le soignant, donc le médecin qui prend en charge l'adolescent, ne peut pas, si vous n'avez pas donné votre accord, donner d'informations au médecin scolaire. Le médecin scolaire n'est pas choisi par la famille. Il y a donc le secret médical s'impose à moi vis-à-vis du médecin scolaire tant que la famille ne m'a pas donné l'autorisation. Donc en général, il faut motiver, et s'il y a une bonne communication entre le praticien qui suit le patient et le médecin scolaire aura toutes les informations, et pour raison médicale, la formation qui est à côté mais qui est très difficile à avoir, le dossier peut passer au-dessus en termes d'orientation jusqu'au niveau baccalauréat. Après le baccalauréat, pour le BTS, il n'y a pas de règle, ce n'est pas la médecine scolaire qui peut faire passer un dossier devant les autres, mais même si la formation à côté, il n'y a que 15 places et c'est très difficile à avoir, la motivation médicale peut faire cela. On évalue au cas par cas. Ce qui est important, c'est la notion de temporalité dynamique, que ce soit sur la maladie, sur l'aspect réglementaire, sur l'aspect du travail et la motivation du patient. Il faut donner des chiffres clairs aux patients. Un tiers des gens qui ont une formation professionnalisante, CAP, BEP, Bac Pro, BTS, ne travailleront jamais dans le secteur pour lequel ils sont diplômés. Désolé, on est en France et en 2018, il vaut mieux avoir un diplôme de coiffeur de chevaux que de ne pas avoir du tout de diplôme. Ouais, de coiffeur de chevaux. Ça n'existe pas, je sais très bien. C'est voir si vous dormez. Il vaut mieux avoir un diplôme de n'importe quoi que de pas de diplôme pour trouver un emploi. Un tiers des gens qui ont fait une formation professionnalisante ne travailleront jamais là-dedans. Il faut savoir le dire, il faut garder la motivation, surtout sur les formations à cycle court, et se réorienter après 2 ans plutôt que de ne rien avoir. Surtout qu'on va juger la motivation du patient au fait qu'il est allé au bout de sa formation ou pas. Juste pour résumer et finir, s'il y a une réglementation, il faut dire les choses aussitôt que possible. Mon conducteur de bus de la RATP, ça a été dur, mais il a réfléchi différemment après. Ensuite, il faut se poser la question, est-ce que le travail qui va être fait, qui n'est pas réglementé, est-ce qu'il y a une aptitude possible? Est-ce qu'il y a des aménagements possibles pour ce patient pour qu'il ait une aptitude au travail? Est-ce qu'on peut aménager son poste? Par exemple, un poste en 3-8, on lui dira oui, très bien, mais pas de nuit, parce que pendant la nuit, c'est dangereux pour les crises. Et si on pense que l'aptitude est impossible, il vaut mieux envisager d'autres options plutôt que de dire « Allez, on y va, on verra après », parce que sinon, tout ce que je vous ai raconté avec le travail de deuil. Interaction avec le médecin scolaire. Attention dans la médecine scolaire, pour les formations professionnalisantes, la médecine scolaire est une chose, le chef d'atelier en est une autre. Le chef d'atelier est souverain pour toutes les pratiques professionnelles. Pour aucune raison, sans aucune justification, le chef d'atelier peut suspendre l'accès à toutes les activités professionnalisantes. C'est toujours très difficile parce qu'il faut avoir un discours mesuré pour ne pas trahir le secret médical vis-à-vis du chef d'atelier. Mais il faut avoir une bonne communication parce que si à la première crise ou à la première suspicion de crise, après 15 jours de cours, le patient est en dehors de sa formation CAP, BEP, Bac Pro ou BTS, il faut tout recommencer à zéro et l'année scolaire est souvent perdue. Donc avoir un lien étroit et savoir prévenir à l'avance, encore une fois, tout le travail d'anticipation. Voilà, merci. Merci beaucoup.